Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier pour assister à cette conférence et de vous être inscrits si nombreux à ce webinaire qui fait partie des déjeuners Frégis. Zoetis est fier d'être partenaire avec le CHV Frégis pour vous proposer ces déjeuners Frégis qui rencontrent un succès régulier. Le thème de la conférence aujourd'hui sera l'importance de la biologie médicale pour appréhender les cas d'urgence en médecine vétérinaire. Cette conférence va être présentée par deux spécialistes, Benoît Ranou, qui est spécialiste en biologie médicale et qui est responsable du laboratoire Azurvet dans le 06, et Maxime Cobonat, qui est donc spécialiste en médecine d'urgence et en soins intensifs à l'hôpital Frégis. Je laisse rapidement la parole à nos deux spécialistes qui vont animer cette conférence. Merci. Merci Alain pour l'introduction. Donc, on va discuter de biologie médicale auprès de différents cas cliniques, à travers, devrais-je dire, différents cas cliniques, avec dans l'idée, effectivement, de vous présenter au maximum tout son intérêt. Donc, on va commencer par un premier cas clinique. Choco, c'est un petit beagle mâle castré de 9 mois qui est présenté en consultation d'urgence pour une diarrhée hémorragique. Alors, dans l'anamnèse, on a une diarrhée hémorragique d'apparition aiguë. Il est totalement et correctement vacciné avec même un troisième rappel et il a été régulièrement vermifugé. Les propriétaires ne rapportent pas de tendance au pica et pas de toxique évident rapporté. En parallèle de ça, les propriétaires décrivent au cours de l'anamnèse un abattement aigu, une anorexie. Par contre, ils ne motivent pas ou ne voient pas de vomissement et cependant, ils rapportent que leur animal semble inconfortable et présente des tremblements. Alors, en première précaution, il est évident qu'à cette présentation clinique sur un jeune âge, il est quasiment obligatoire de réaliser un test rapide sur la parvovirose qui s'avère être négatif en première ligne. Et donc, il va falloir qu'on continue la démarche médicale. À l'examen clinique d'admission, on a des signes d'hypovolémie. Ces signes sont manifestés par un temps de remplissage capillaire allongé, supérieur à 3 secondes, une tachycardie à 140 mouvements par minute, une polypnée. Le pouls est relativement faible et la température rectale plutôt basse aussi à 36,4. On a à la prise de température du sang en nature sur l'extrémité du thermomètre et l'abdomen est relativement tendu. Pour rappel, ces signes d'hypovolémie sont totalement différents des signes de déshydratation et il faut bien garder ça en tête que c'est vraiment le compartiment vasculaire qui est atteint. Je vous ai remis les signes. Alors, pour parler du bilan d'urgence, il faut déjà qu'on soit en mesure de le définir. Souvent, on rajoute ou rentre dans le bilan biologique d'urgence beaucoup de paramètres. Et entre guillemets, ici, on va vous présenter une sélection de ceux qui nous paraissent les plus pertinents. Ces paramètres, on va les détailler en fait par organe, parce que le principe des urgences, c'est avant tout de cibler l'organe ou les organes qui sont en dysfonction. Et donc, on va en première ligne pour les urgentistes explorer le ionogramme et le gaz du sang pour essayer de faire un point sur les déséquilibres électrolytiques en première ligne, le potassium étant l'urgence la plus vitale dans ces déséquilibres et le sodium dans un second temps. Ce ionogramme et ces gaz du sang vont nous permettre d'obtenir un certain nombre d'informations, notamment sur le statut volumique, mais aussi les déséquilibres acido-basiques, et tout ça ayant pour objectif l'adaptation de la fluidothérapie et ou la limitation du diagnostic différentiel. En plus, sur ce bilan d'urgence, on a une approche glycémie-lactatémie qui est pour le statut métabolique. Ça nous permet principalement d'adapter le remplissage vasculaire, éventuellement la supplémentation en glucose, mais aussi dans certains cas d'avoir un premier aperçu d'un éventuel choc septique. Enfin, les paramètres rénaux qui, eux, nous vont donner une indication sur la déshydratation principalement, mais aussi le fonctionnement rénal qui est dans les critères d'urgence assez important, et l'ajustement du remplissage vasculaire sur la composante pré-rénale de l'hypovolémie, par exemple, sur les azothémies parenchymateuses ou les causes d'obstruction, donc 3 urgences importantes. Et ça sera évidemment un relié au ionogramme si on veut avoir une exploration qui est la plus complète possible.
En dehors du bilan d'urgence initial, on a en parallèle deux autres paramètres, à mon sens, totalement indispensables. C'est l'hémoglobine et la bilirubine. Pourquoi? Parce qu'on va avoir sur l'hémoglobine les indications à la fois d'anémie et d'hémoconcentration, donc à la baisse comme à la hausse. Et la bilirubine va nous permettre d'avoir un premier aperçu, même s'il n'est pas parfait ou incomplet, du fonctionnement hépatique d'une part et d'une éventuelle hémolyse dans le cadre où il est combiné avec l'interprétation de l'hémoglobine. Donc, ici, on avait réalisé le bilan d'urgence pour Choco et on avait donc plusieurs paramètres qui étaient anormaux. On avait d'abord un déséquilibre acido-basique avec un pH qui était inférieur aux valeurs usuelles et associé à une concentration en bicarbonate qui était inférieure aux valeurs usuelles. Donc, on avait un déséquilibre acido-basique ici. On avait également un déséquilibre électrolytique avec une hyponatrémie et une hypochlorémie qui étaient légères, et puis également une hyperlactatémie qui était présente. Alors, on a 45 minutes pour parler de trois cas cliniques, donc on n'a malheureusement pas le temps d'aborder toutes les anomalies biologiques qu'on peut rencontrer lors d'un animal qui est présenté en urgence. Et notamment, on n'a pas le temps de parler des déséquilibres acido-basiques et de revenir sur toute la méthodologie pour évaluer ces déséquilibres acido-basiques. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une acidémie, puisque le pH est inférieur aux valeurs usuelles. Et étant donné les signes cliniques présentés par l'animal, on a probablement une maladie métabolique qui est à l'origine de cette acidémie, et donc une acidose métabolique avec qui pourrait éventuellement s'expliquer par l'hypovolémie qu'a mis en évidence Maxime, avec notamment en corollaire une accumulation de lactate. On a un déséquilibre électrolytique donc, qui est également présent avec une légère hyponatrémie et une légère hypochlorémie, donc qui ne sont pas très significatives, en tout cas en point de vue des anomalies, enfin des signes cliniques qui sont présents. Cette hyponatrémie et cette hypochlorémie pourraient être secondaires aux pertes, à des pertes digestives, étant donné les signes cliniques qui sont présentés. Le plus intéressant ici, c'est probablement de discuter de l'hyperlactatémie, car le lactate, si tu peux passer à la diapo suivante, Maxime, et encore à celle suivante d'ailleurs. C'est un paramètre qui est utilisé de façon très fréquente en urgentologie et en soins intensifs, parce que ça va être un marqueur d'hypoxie cellulaire. En effet, c'est un métabolite d'hydronium, H+, et pour éviter l'accumulation de notamment du hydronium, on va avoir une dérivation du système métabolique avec une transformation du pyruvate et de l'ion H+, en lactate. Et ce lactate donc, va permettre de limiter l'acidose cellulaire et va être utilisé ensuite comme source d'énergie alternative par les cellules, donc lors d'hypoxie ou d'hypoperfusion tissulaire, puisque là également on aura donc un manque d'oxygène. Donc c'est un paramètre qui est fréquemment utilisé en urgentologie en soins intensifs. On le mesure généralement avec un petit automate d'urgence, qui est soit un petit automate qu'on tient à la main comme l'iStat, soit un automate qui peut être un automate de paillasse. La mesure se fait sur du plasma ou sur du sang total. Il est recommandé d'effectuer cette mesure rapidement, donc on est de toute façon dans le cadre de l'urgence, mais c'est un paramètre dont la concentration va augmenter avec le temps. Notamment, on va avoir une augmentation dans les études qui sont rapportées de 0,5 mmol par litre en une demi-heure, donc on va avoir une augmentation progressive des lactates. Donc il faut faire la mesure rapidement. Si on ne peut pas la faire rapidement, pour limiter l'augmentation de la concentration in vitro, on peut utiliser des tubes à fluorure de sodium, donc qui vont limiter la glycolyse, ou avoir un plasma ou un sang total qui reste frais. Donc, comme je vous le disais, si tu peux passer à la diapo suivante, le lactate est utilisé pas mal en urgentologie parce que ça va être un paramètre qui va augmenter lors de situations d'urgence, donc dans les situations pathologiques, notamment lors de chocs, avec une hypoperfusion tissulaire, donc soit une hypovolémie, soit un choc cardiogénique, soit éventuellement un choc septique avec probablement la formation de microthrombie. C'est également un paramètre qui va augmenter lors de syndrome dilatation-torsion et lors d'anémie, notamment principalement si elle est aiguë, parce que là, on a une hypoxie brutale qui apparaît. Donc, lors de processus hémorragiques ou lors d'hyperhémolyse, on peut avoir une augmentation des lactates. Donc, c'est les principaux
maladies où on va avoir une augmentation de ces lactates. On peut retrouver d'autres situations où on va avoir une augmentation des lactates, dans de certaines circonstances physiologiques, un exercice intense, là encore associé à une hypoxémie, des tremblements ou un stress. On peut également avoir une augmentation des lactates lors de convulsions de certains processus néoplasiques, lors de lymphome notamment. Ça a été rapporté également lors de babésiose, la prise de glucocorticoïdes ou une intoxication au propylène glycol. Et puis, ça a été également rapporté lors d'hyperthyroïdie chez le chat. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les lactates dans le cadre de l'urgence et des soins intensifs. Et il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur l'intérêt des lactates comme facteur pronostic, comme marqueur pronostic lors d'affections en urgence, lors de CIRS, lors de syndrome de dilatation torsion, de sepsis, d'anémie hémolytique, amylation immune, babésiose, péritonite septique notamment. Alors, les valeurs seuil, il a été montré qu'en fait, le lactate, effectivement, une concentration est élevée, était plutôt associée à un mauvais pronostic, mais les valeurs seuil où on pouvait dire que c'était plutôt associé à un mauvais pronostic variaient suivant les affections qui étaient étudiées et les études qui étaient publiées. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur limite qu'on va utiliser pour dire là, on est plutôt avec un mauvais pronostic parce que ça va vraiment dépendre des affections. Maxime, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à ce moment-là, si tu peux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on a une concentration qui est plutôt basse, c'est plutôt de bons pronostics. Et si on a une concentration élevée, là, le pronostic est moins bon. Et le fait de garder une hyperlactatémie pendant 24 à 48 heures, c'est également péjoratif en termes de survie, généralement, quand on est dans des situations d'urgence. Peux-tu passer à la diapo suivante? Merci. Alors, il y a quand même des études où on a des valeurs seuil qui ont été établies de façon un peu plus certaine, notamment lors de syndrome de dilatation torsion. Quand on a une hyperlactatémie qui dépasse 6 millimoles par litre, il y a plutôt un risque de nécrose gastrique et donc c'est plutôt un facteur pronostic péjoratif. À l'inverse, quand la lactatémie est inférieure à 4 millimoles par litre, c'est plutôt un pronostic favorable. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui montrait aussi un intérêt de la mesure des lactates lors de babésiose. Dans cette étude-là, il y avait deux marqueurs qui étaient associés à un pronostic négatif. C'était l'hyperlactatémie, comme le montre le petit graphique là, que vous avez sur la droite, où on a une représentation graphique des concentrations en lactate obtenues. Vous voyez que ceux qui n'avaient pas survécu à leur babésiose avaient une lactatémie qui était généralement, pour la plupart, supérieure à 5 millimoles par litre. À l'inverse, ceux qui avaient survécu avaient une lactatémie qui était inférieure à 4 millimoles par litre. L'autre marqueur qui était associé à un pronostic négatif, c'était une leucopénie marquée. Les autres marqueurs, il y avait un chevauchement entre les survivants et les non-survivants. Donc, c'est un marqueur qui va être intéressant en termes de pronostic pour certaines affections dans le cadre de l'urgence. Ça va être également un outil diagnostique qui va permettre de s'orienter ou non vers une péritonite septique. On peut mesurer en effet les lactates dans les liquides d'épanchement et quand on a une concentration en lactate qui est élevée, plus élevée que dans le plasma ou dans le sang, c'est plutôt en faveur d'une péritonite septique qui sera bien sûr à confirmer par un examen cytologique. Et puis enfin, les lactates, ça va être utilisé dans le cadre de l'urgence et de la traitement de l'urgence comme guide thérapeutique pour évaluer l'effet de la perfusion et son efficacité. En effet, une concentration en lactate qui diminue de moitié toutes les 1 à 2 heures est plutôt un bon marqueur d'une perfusion efficace. Et d'ailleurs, Maxime, tu nous présentes les résultats de Choco avec cette perfusion. Exactement. Donc, en fait, on a utilisé la prise en charge par fluidothérapie comme on est censé le faire et on a essayé d'adapter le protocole sur le suivi de la lactatémie. Donc, c'est extrêmement efficace et extrêmement pertinent. Donc, on a mis en place sur cette correction de l'hypovolémie qui se réalise toujours par des bolus, c'est-à-dire une dose administrée sur une durée déterminée et non pas en continu. Et la première étape, c'est un bolus de 15 ml par kilo de ringer lactate qu'on a administré sur 10 minutes. Et donc, la prise en charge en urgence, c'est toujours de mettre en place une thérapeutique, de vérifier son impact ou son efficacité et secondairement de réadapter pour voir si on doit réagir, réitérer et ajuster la prise en charge. Donc après ce premier bolus de fluide, on a des paramètres de la volémie qui restent très diminués.
une pression artérielle systolique qui est non détectable quel que soit l'appareil de mesure et des lactates qui persistent à une valeur élevée. Ce qui motive, sur la base des paramètres de la volémie avec une hypovolémie clinique et confirmée d'un point de vue biologique, à répéter ce bolus avec une approche qui est l'incrémentation des bolus. C'est-à-dire que si le premier ne fonctionne pas, on a tendance à en faire un deuxième et souvent un petit peu plus fort. Donc cette fois-ci, on a réalisé un bolus de 20 ml par kilo sur une dizaine de minutes. Les paramètres cliniques de la volémie restent très diminués à notre appréciation. Par contre, on a quand même une pression artérielle systolique qu'on arrive tout juste à détecter autour de 50 mm de mercure et une lactatémie qui diminue, mais de façon encore peu significative à nos yeux. Ce qui motive la poursuite à nouveau de la prise en charge par fluidothérapie, donc la répétition d'un nouveau bolus, cette fois-ci toujours à 20 ml par kilo. En général, on essaye de ne pas dépasser cette dose-là avec des paramètres de la volémie qui sont toujours diminués. Par contre, la pression artérielle systolique a une tendance à remonter. On est autour de 70 mm de mercure. Et vous voyez, la lactatémie diminue de façon significative. Et cette lactatémie, elle est finalement corrélée totalement à l'appréciation clinique qu'on est amené à avoir. Mais ça nous donne un marqueur chiffré pour savoir où on en est de notre prise en charge. Et puis, on a réalisé un dernier bolus, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un soluté mixte, c'est-à-dire l'association d'un hypertonique, cette fois-ci hypertonique de sodium, parce qu'il n'existe pas d'hypertonique de ringerlactate, et du ringerlactate couplé, les deux étant associés pour essayer d'avoir un effet potentialisant. Cette fois-ci, on a des paramètres de la volémie qui sont quasiment normaux à notre appréciation clinique, une pression artérielle systolique de 90 mm de mercure, c'est nos objectifs de réanimation en première étape, et une lactatémie qui descend en dessous de 4 mmol par litre, ce qui veut dire qu'on a atteint quasiment tous nos paramètres biologiques et cliniques nécessaires. Donc, comme vous le voyez sur cette approche, la lactatémie, c'est vraiment un marqueur immédiat de la réponse à la fluidothérapie d'une part, mais ça permet de guider de façon structurée, de façon qualitative et quantitative votre approche de la fluidothérapie. Et c'est un marqueur qui est souvent bien plus précoce et bien avant, en tout cas, la possibilité de détecter la pression artérielle ou les pouls. Et enfin, comme on l'a dit, c'est un marqueur pronostique. La réponse à la fluidothérapie et la réponse de vos traitements avec une diminution de la lactatémie, c'est évidemment ce qui est favorable pour vos patients. Alors, dans les hypothèses diagnostiques sur ces troubles digestifs, on va en fait forcément explorer un petit peu tout. L'idée était d'axer sur la biologie médicale, donc je ne détaillerai pas tout, mais en digestif versus extra-digestif. Vous connaissez ces causes classiques de troubles digestifs chez le chien, intolérance alimentaire, les causes infectieuses, les syndromes gastro-entérites hémorragiques, la maladie inflammatoire chronique, les diarrhées répondant aux antibiotiques, les maladies digestives et les entéropathies par perte de protéines, et puis malheureusement aussi les pathologies tumorales. En extra-digestif, essentiellement hépatobiliaire, pancréatique, maladie rénale, maladie cardiaque, et puis les états de choc au sens large du terme. Dans l'approche, du coup, pour terminer sur ce premier cas, on a réalisé une échographie abdominale avec, en conclusion, une gastro-entérite non spécifique et de lymphatique réactionnelle, comme on l'a très souvent chez ces jeunes chiens, et pour lequel la coproscopie s'est révélée négative. Donc, effectivement, malheureusement, on n'a pas de diagnostic de certitude, ça arrive et c'est aussi une partie de notre médecine. Néanmoins, au niveau du traitement, le remplissage vasculaire et les perfusions ont fait beaucoup d'efficacité. On a un soutien, notamment sur les traitements digestifs, maropitam, méthoclopramide, pourquoi pas, smectite au besoin ou autres pansements digestifs. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'antibiothérapie. Donc, on a pas mal d'études aujourd'hui qui démontrent que toutes les diarrhées, et notamment les diarrhées hémorragiques, ne nécessitent pas forcément de supplémentation ou entre guillemets de prise en charge par un antibiotique. Et sur ces deux papiers que je vous présente, il n'y a pas de différence d'évolution, de durée de traitement et de survie, qu'on les traite ou non avec antibiotiques. Donc, dans cette idée, posez-vous toujours la question que les antibiotiques, ce n'est pas automatique et ce n'est pas parce qu'il y a du sang dans la diarrhée qu'il faut forcément imaginer que c'est une nécessité de mettre des antibiotiques. Donc, pensez-y à être le plus raisonnable possible. Je ne dis pas de ne jamais en mettre, mais juste posez-vous la question, est-ce que c'est justifié ? Donc, on va aborder un deuxième cas. Cette fois-ci, on va essayer de traiter un autre sujet avec Benoît. Donc, je vous présente Hulk, petit doc de Bordeaux de 4 mois qui nous est référé par le confrère pour des saignements persistants post-castration. Donc, quelque chose qui est à la fois surprenant et qui apparaît initialement bénin.
Et on a des saignements post-castration qui sont persistants depuis désormais plus de 4 jours. Et c'est ça qui inquiète en fait à la fois les propriétaires et le confrère, alors que évidemment, ils nous rapportent une chirurgie sans souci, et j'ai tendance à le croire. Et ces saignements persistants sont à l'origine d'un gonflement et d'un hématome testiculaire qui sont inquiétants principalement et qui sont un petit peu gênants pour l'animal qui commence à être embêté. Il y a eu une injection d'hémocède préalablement au référé, et donc on est dans cette première partie de l'exploration. À l'examen clinique, on a un état général qui est plutôt satisfaisant. L'animal est jeune et actif. On a une fréquence cardiaque à 92, ce qui est peut-être un tout petit peu haut pour un animal de ce gabarit, mais sur un jeune un peu excité, pourquoi pas. Fréquence respiratoire et température sont tous les deux dans les valeurs normales. Par contre, on a un TRC qui commence à s'allonger. On est autour de 3 secondes et des muqueuses qui sont roses à très discrètement pâles, mais parce que vraiment, on a cette hypothèse d'hématome et qu'on cherche à être précis sur l'examen clinique. Dans les hypothèses diagnostiques, évidemment, sur un jeune animal, on va suspecter des maladies congénitales, que ce soit hémophilie, déficience en facteurs, quelle qu'elle soit, une maladie de von Willebrand ou les thrombopathies. On va aussi, en post-chirurgical, imaginer les CIVD en phase hypocoagulable. On peut totalement imaginer une intoxication aux AVK, comme on peut en avoir, même si la chirurgie s'est très bien passée, les thrombocytopénies à médiation immune. Et évidemment, en post-chirurgical, on n'est jamais à l'abri d'une déhiscence de suture ou d'une autre pathologie entre guillemets, liée directement à l'acte. Donc, face à ces signes cliniques qui évoquent un trouble de l'hémostase, on va réaliser un bilan de coagulation. Pour rappel, on fait les prélèvements pour le bilan de coagulation sur un tube citraté et il faut bien respecter le volume d'anticoagulants par rapport au volume de sang. Donc, vous avez une petite jauge, un petit trait de jauge à chaque fois sur les tubes citratés. Vous voyez 2 tubes là, avec un petit trait de jauge et un grand trait de jauge. Il faut vraiment respecter ce volume pour pouvoir interpréter les résultats du bilan d'hémostase. Pour la plupart des bilans, enfin des analyses en hémostase, on va le réaliser sur plasma. Et donc, dans ce cas-là, il faut centrifuger rapidement le sang à 3000 tours, donc classiquement à 5 minutes, comme un tube de biochimie. Alors voilà les résultats du bilan d'hémostase. On avait un temps de quick, donc le temps de prothrombine qui était dans l'intervalle des valeurs usuelles, un temps de céphaline activé ou temps de thromboplastin partielle activé qui était lui augmenté à 64 secondes pour des valeurs usuelles entre 0 et 24 secondes. Le reste du bilan était normal avec une concentration en fibrinogène dans l'intervalle des valeurs usuelles, tout comme une concentration en dédimère, produit de dégradation de la fibrine, et un comptage plaquettaire qui était dans l'intervalle bas des valeurs usuelles, mais dans l'intervalle. Donc, face à ça, il faut revenir un peu, pour interpréter ce bilan, revenir un peu aux différentes phases de l'hémostase. Vous les connaissez. Généralement, quand vous avez une brèche vasculaire, la première chose qui va se dérouler, c'est l'hémostase primaire avec la formation d'un clou plaquettaire. Donc, si vous regardez un peu le schéma en haut, on voit 2 cellules endothéliales qui reposent sur la paroi basale du vaisseau, et puis une zone où il y a une brèche vasculaire entre ces deux cellules endothéliales, et qui met à jour en fait le collagène sous-endothélial. Et ce collagène sous-endothélial est très pro-thrombotique, et des molécules qui sont les facteurs de von Willebrand vont aller se fixer sur ce collagène et vont permettre de faire le pont entre le collagène sous-endothélial et les plaquettes qui possèdent des récepteurs pour le facteur von Willebrand. Donc les plaquettes vont s'agréger sur les zones où il n'y a plus de cellules endothéliales, s'agréger, et puis ensuite vont s'associer entre elles via le fibrinogène pour former un premier couple plaquettaire. Si on manque de plaquettes, donc si le comptage est inférieur à 30 000 ou 50 000 plaquettes, là on est à risque de saignement spontané, tout comme si on manque de facteur von Willebrand dans le cas de la maladie de von Willebrand. Une fois que ce clou plaquettaire est formé, il va y avoir une consolidation de ce clou plaquettaire par la formation de fibrine via l'hémostase secondaire qui correspond à, comme vous savez, une série de réactions enzymatiques avec une activation en cascade de facteurs de coagulation pour permettre la transformation du fibrinogène en fibrine via la thrombine qui va permettre la stabilisation de ce clou plaquettaire. Mais pour éviter que cette fibrine se propage partout dans l'organisme, il y a un mécanisme de fibrinolyse qui se met en place rapidement via la plasmine qui va lyser la fibrine pour éviter et former des produits de dégradation de la fibrine, notamment les dédimères qui sont un marqueur de fibrinolyse suite à la formation d'un caillot sanguin. Donc, si on reprend un peu notre bilan,
On voit qu'on a un comptage plaquettaire qui est dans l'intervalle des valeurs usuelles, donc ce n'est pas une thrombocytopénie qui est à l'origine des saignements. On ne peut pas écarter une thrombocytopathie, c'est-à-dire une anomalie plaquettaire qui fait que, par exemple, il manque de certains récepteurs. Mais ça va être difficile à objectiver par un bilan de coagulation normal. Il faut passer par des tests d'agrégométrie qui sont réservés à certains centres universitaires spécialisés qui ne sont pas vraiment disponibles en France. On voit qu'on a une concentration en fibrinogène et en dédimère qui sont dans l'intervalle des valeurs usuelles, donc il n'y a pas d'évidence d'hyperfibrinolyse et d'hyperfibrinogénolyse, avec des temps de coagulation qui sont dans l'intervalle de référence pour le temps de Quick, un comptage plaquettaire qui est également dans l'intervalle des valeurs de référence. Donc une CIVD qui correspond à une activation anormale de la coagulation avec une consommation massive de plaquettes et de facteurs de coagulation semble ici exclu, puisque les marqueurs de fibrinolyse, le comptage plaquettaire et le temps de Quick sont dans l'intervalle des valeurs usuelles. La seule anomalie qu'on a, finalement, c'est un temps de céphaline activé qui est au-dessus des valeurs usuelles, donc qui oriente plutôt, a priori, sur un trouble de l'hémostase secondaire. Donc, on va revenir un peu sur l'hémostase secondaire. En fait, donc, je vous l'ai dit, c'est une série de réactions enzymatiques. Et pour évaluer cette hémostase secondaire, où on a finalement deux voies, la voie intrinsèque, où on a d'abord une activation du facteur 12 en facteur 12A. Ce facteur 12A va activer le facteur 11A. Le facteur 11A active le facteur 9A, donc ça c'est tout sur la gauche de la cascade de coagulation. Ce 9A, avec un cofacteur qui est le facteur 8A, active le 10. Le 10 activé avec un cofacteur qui est le facteur 5 active la prothrombine en thrombine, et cette thrombine permet la transformation du fibrinogène en fibrine. Donc là, vous avez la voie intrinsèque suivie de la voie commune. Et sur la droite de cette représentation, vous avez la voie extrinsèque, qui est finalement la voie physiologique, où en raison de dommages tissulaires, vous allez avoir une libération de facteurs tissulaires. Ce facteur tissulaire va s'associer au facteur 7. Ce facteur tissulaire et ce facteur 7 associés vont activer notamment le facteur 10. Et là, on retombe sur la voie commune où le facteur 10 avec le facteur 5 transforme la prothrombine en thrombine et la thrombine transforme le fibrinogène en fibrine. Donc, pour évaluer cette hémostase secondaire, on a deux tests simples qui existent, le temps de Quick et le temps de céphaline activé. Si tu peux passer à la diapo suivante, Maxime. Le temps de céphaline activé évalue la voie intrinsèque, c'est-à-dire donc le facteur 12, le 9, le 11 et le 8. Va évaluer les facteurs de la voie commune, donc le 10, le 5 et la prothrombine et le fibrinogène, alors que le temps de Quick, lui, évalue la voie externe, donc le facteur 7, et puis les facteurs de la voie commune, donc le 10, le 5, le 2 et le 1. Donc ici, on a une augmentation uniquement du temps de céphaline activé. Donc si tu peux passer à la diapo suivante, Maxime. Donc, ça veut dire qu'on a un des facteurs, a priori, qui semble déficient. Donc, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette augmentation du TCA. Il y a des hypothèses d'intoxication aux antivitaminiques K, de CIVD et d'insuffisance hépatique. Mais ces hypothèses-là, a priori, paraissent éliminées parce que quand on a une intoxication aux antivitaminiques K, c'est-à-dire qu'on a une absence de formation, une absence de facteurs activables, de 4 facteurs activables, que sont le facteur 2, le 7, le 9 et le 10. Donc, à la fois des facteurs qui sont dans la voie intrinsèque, le 9 et des facteurs qui sont présents dans la voie extrinsèque, c'est-à-dire le 7. Donc, si on a une intoxication aux antivitamines K, généralement, vous le savez, on a une augmentation à la fois du TCA et du temps de Quick. Donc là, cette hypothèse semble éliminée. C'est la même chose pour la CIVD et l'insuffisance hépatique, parce que dans ce cas-là, on a une atteinte de plusieurs facteurs, et donc généralement une augmentation du temps de céphaline activé et du temps de Quick. Donc, si tu peux passer à la diapositive suivante, Maxime, ces trois hypothèses-là, hop là, tu es allé un peu vite, ces trois hypothèses-là semblent éliminées. Donc, on a plutôt une orientation vers une atteinte des facteurs qui touchent soit la voie intrinsèque, soit la voie commune. Donc, les facteurs qui peuvent être atteints, c'est le facteur 8 avec une hémophilie A, le facteur 9 avec l'hémophilie B. La maladie de von Willebrand également, où on peut avoir une augmentation du temps de céphaline activé parce que le facteur von Willebrand qui permet la lésion entre le collagène et les plaquettes
a également un effet protecteur du facteur 8 dans le plasma. Donc, quand on manque de facteur von Willebrand, on va avoir une diminution de la concentration en facteur 8 et possiblement une légère augmentation du temps de céphaline activé. Et puis, on ne peut pas éliminer également une autre maladie congénitale ou une autre maladie qui entraîne une déficience dans un autre facteur qui touche la voie intrinsèque et la voie commune. Donc, pour explorer ces hypothèses, on va mesurer l'activité des facteurs 9 et 8 pour évaluer donc l'hypothèse d'hémophilie A et B. Là, on voit qu'on avait une activité en facteurs qui était élevée, supérieure aux valeurs usuelles. Donc, l'hémophilie A et l'hémophilie B étaient exclues. Par contre, un dosage de l'activité en facteur de von Willebrand, excusez-moi, a mis en évidence une activité très faible qui permettait de confirmer la maladie de von Willebrand et donc la déficience en facteur de von Willebrand qui, comme vous remontre le petit graphique, permet normalement l'agrégation des plaquettes au collagène sous-endothélial, l'adhésion des plaquettes au collagène sous-endothélial quand on a une brèche vasculaire. Très rapidement, pour rappel, la maladie de von Willebrand, c'est une maladie qu'on rencontre surtout chez le chien, qui est une maladie congénitale, héréditaire, qu'on connaît bien chez Doberman-Pinscher, mais qui est présente dans d'autres races, et qui va se traduire par des saignements, notamment quand on a une concentration très basse en facteur de von Willebrand. Il y en a différents types, mais ça, ce n'est pas le plus intéressant à retenir. Si tu passes à la diapo suivante, Maxime. Les signes biologiques et cliniques qui sont associés à la maladie de von Willebrand, c'était des hémorragies légères à modérées qu'on va rencontrer chez le jeune animal, puisque c'est une maladie congénitale. Et bien que ça soit finalement une maladie qui touche l'hémostase primaire, les PTChy sont souvent peu présentes ou pas présentes. Biologiquement, cette maladie se caractérise par un temps de saignement augmenté. Donc, c'est les temps de saignement qu'on peut faire avec un petit appareil. On va faire une incision dans la muqueuse, comme vous voyez sur la photo, et on va évaluer le temps mis pour avoir la formation d'un caillot. Et généralement, ce temps est très prolongé chez les animaux qui présentent une maladie de von Willebrand. Comme on l'a dit, le temps de céphaline activé ou le temps de thromboplastie partielle activée, donc le PTT, va être prolongé, peut être prolongé parce qu'on a une diminution de la concentration en facteur 8 circulant, mais le diagnostic passe par un dosage de l'activité en facteur von Willebrand. Dans la suite de la prise en charge, on a été obligé d'interagir et d'agir pour ce patient avec la première chose que vous connaissez sûrement, qui est l'administration de desmopressine, 1 à 4 microgrammes kilo, quelle que soit la voie d'administration. Et l'objectif de ce produit, c'est le relargage du facteur de von Willebrand, ou devrais-je dire du peu de facteur von Willebrand qui peut rester. Alors, sur des formes extrêmement sévères, comme c'est le cas sur ce petit dog avec une activité inférieure à 15%, il ne faut pas forcément s'attendre à des miracles. Néanmoins, c'est quand même une première action qui est souvent efficace et qui permet, à défaut de totalement contrôler les saignements, de les diminuer de façon significative. En parallèle de ça, ce patient et ce chien a été repris chirurgicalement pour cautérisation. Et la question s'est posée après coup parce qu'en fait, dans le déroulé, on n'a pas toujours tous les résultats dans le meilleur des ordres et les dosages de coagulation, ça prend parfois un petit peu de temps, notamment quand ils sont spécifiques. Donc, on l'avait repris pour cautérisation. Alors, c'est le gros avantage de la cautérisation chirurgicale, c'est que l'électrocoagulation, en fait, n'a pas forcément besoin de tous les facteurs de coagulation, elle est en mesure de vous aider. Donc, ça, c'était le point intéressant. Et puis, comme toute maladie dans laquelle il y a un déficit, souvent, c'est de complémenter ou de remplacer ce déficit. Et donc, il a reçu une transfusion de plasma. Donc, c'est environ 10 millilitres par kilo de plasma qu'il faut administrer sur 4 heures environ. Avec un avantage qui est évident, c'est l'apport en facteur de coagulation et un arrêt quasi immédiat des saignements après la transfusion de façon sûre et souvent quasiment au milieu de la transfusion, puisqu'on a réussi à amener suffisamment de facteurs de coagulation, en sachant que le facteur de von Willebrand est un des facteurs relativement fragiles, au même titre que le facteur 7 que vous connaissez aussi. Donc, l'apport de plasma permet évidemment de supplémenter le déficit et de favoriser la coagulation. Donc, après la coagulation, on va essayer de changer encore de sujet avec Benoît et de vous proposer autre chose à nouveau. Donc, on vous propose Princesse, comme la photo l'indique, Yorkshire de 1 an, qui est présentée et référée en urgence cette fois-ci pour des crises épileptiformes. Alors, dans l'approche, on a des crises épileptiformes rapportées par les propriétaires. Elle est à jour de sa médecine préventive. Elle mange une alimentation spéciale Yorkshire comme les propriétaires peuvent en trouver régulièrement et il n'y a pas de toxiques évidents rapportés.
Elle présente une crise tonico-clonique sans prodrome rapporté par les propriétaires. Depuis, elle a une récupération d'après leur approche qui est plutôt lente avec une fatigue ou en tout cas, elle semble un petit peu abasourdie et elle a toujours présenté et continue à présenter des épisodes de salivation fréquente. Donc nous, à l'admission, on a une première crise épileptiforme qui est présente et dans cette approche, évidemment, l'examen clinique. Donc, à l'examen clinique, on avait en tout cas de façon globale un bon état général. Elle était interactive, même si un petit peu fatiguée, avec une fréquence cardiaque, excusez-moi, à 108, une fréquence respiratoire autour de 55, une température à 39,2 degrés, donc plutôt des syndromes ou des signes en hyper, plutôt qu'en hypo en tout cas, mais ce qui est attendu dans ces approches de convulsion. Un TRC un petit peu allongé et puis des muqueuses roses à discrètement congestives. À l'examen neurologique, on a un état de conscience qui est normal à très discrètement diminuer si vraiment on le cherche, mais en tout cas, il est a priori plutôt dans la phase, on va dire, basse de la normale. On n'a pas d'anomalie à l'examen des nerfs crâniens et les réflexes médulaires sont très discrètement diminués avec une question qui se pose suite à des convulsions. Est-ce que ces réflexes médulaires sont diminués de façon significative par une maladie quelconque ou est-ce que c'est de la fatigue et donc nécessairement on a une capacité de fonctionnement musculaire un petit peu restreinte. Dans les hypothèses diagnostiques, toujours bien penser sur l'approche qu'on peut avoir ce qu'on appelle les convulsions ou les crises épileptiformes. Et notamment dans ces crises épileptiformes, il faudra toujours garder en tête, en urgence en tout cas, les épisodes de type syncope, les épisodes douloureux. Ça peut être aussi des troubles du mouvement assez fréquemment. Dans certains cas, les syndromes vestibulaires ou les balancements idiopathiques de la tête. Dans certains cas, des maladies comportementales, mais beaucoup moins fréquents. Et puis, on va rentrer après dans les maladies un petit peu plus rares avec les troubles du sommeil paradoxal, narcolepsie, cataplexie. Pour les maladies un petit peu plus spécifiques et notamment génétiques, on va avoir les faiblesses épisodiques ou les crampes épisodiques qu'on a plutôt sur les terriers ou les King Charles, beaucoup moins sur les York. Et puis, dans certains cas, les propriétaires peuvent être amenés à confondre des prurites extrêmement sévères avec des convulsions. Ça nous est déjà arrivé. Donc, bien penser qu'on a deux grandes catégories et donc il faut explorer tout ça. Si vraiment on rebascule sur les convulsions cette fois-ci, on va avoir le fameux vitamine D dans les acronymes que certains connaissent facilement, avec les maladies dégénératives que je ne détaillerai pas, les anomalies structurelles sur ces races-là qui sont assez fréquentes, hydrocéphalie principalement, les anomalies métaboliques avec les encéphalopathies rénales ou hépatiques, l'hypoglycémie qui peut être en plus extrêmement fréquente sur ces races aussi, les déséquilibres ioniques et électrolytiques, la déficience en thiamine est décrite. Et puis, évidemment, vous le savez aussi, les méningoencéphalites, qu'elles soient granulomateuses ou autres, et puis les méningites éosinophiliques. Sur un jeune animal et vu aujourd'hui les frontières, on est en mesure de se poser la question d'importation de maladies de carré, de rage, de crypto, toxo, par exemple. Évidemment, l'épilepsie essentielle, les toxiques, que je ne détaillerai pas, mais il y en a beaucoup, et probablement beaucoup plus que ce qu'on imagine qui peuvent faire convulser. Tous les traumas, et pensez bien aussi dans les traumas anciens, même qui ont lieu il y a 1 an ou 2 ans, peuvent être à l'origine de foyers épileptiformes. Et puis évidemment, l'accident vasculaire qu'on connaît bien évidemment chez l'homme et qu'on peut aussi décrire chez l'animal. Tu es emmué, Benoît. Il y a un bilan donc, biologique qui a été réalisé, le bilan d'urgence, donc qui mettait à nouveau en évidence un déséquilibre acido-basique, donc avec une acidose métabolique qui était également présente. Et puis on avait des anomalies du ionogramme et du métabolisme glucidique avec donc une hypernatrémie, une hyperchlorémie, une hypoglycémie et une hyperlactatémie. Donc ici, si tu veux bien passer donc on avait notamment une hypernatrémie, une hypoglycémie, et ces deux paramètres biologiques et cette hypernatrémie et cette hypoglycémie peuvent être associés aux convulsions, et donc on est parti un peu sur l'intérêt de ces deux paramètres pour cette présentation. Donc l'hypernatrémie, ça peut être associé aux convulsions. Les causes possibles, c'est un apport excessif par l'ingestion d'un produit salé ou par la réalisation d'un bolus de NaCl concentré. Ça peut être associé à des hyperaldostéronismes, c'est plutôt une maladie qu'on va rencontrer chez le vieil animal et notamment le chat, avec une sécrétion exagérée d'aldostérone par une tumeur surrénalienne.
Ça peut être des pertes d'eau pure, notamment chez des animaux, chez des chiens qui présentent un diabète insipide. Donc là, on n'était pas dans ce cas-là, ou suite à une perte d'eau pure, suite à un coup de chaleur. Ça peut être également des pertes de liquide hypotonique lors de diarrhée, de vomissements, de diurèse, de levée d'obstacles, par exemple. Dans le cas présent, donc, je vous disais, ça peut être à l'origine de signes neurologiques et notamment de convulsions, parce que quand on a une hypernatrémie, notamment si elle est sévère et d'apparition aiguë, on peut avoir une déshydratation des cellules. Il doit y avoir une petite autre, si tu fais avancer un poil là, voilà, le diaporama. En fait, quand vous avez une hypernatrémie, on va avoir une augmentation de la pression osmotique dans le secteur extracellulaire. Par un phénomène d'osmose, en fait, les cellules vont l'eau qui était dans les cellules va partir vers le secteur extracellulaire et on va avoir une déshydratation des cellules. Et les cellules qui sont particulièrement sensibles à cette déshydratation secondaire, à une augmentation de la natrémie circulante, c'est les cellules cérébrales. Et donc, quand on a un phénomène, une hypernatrémie qui apparaît de façon sévère et aiguë chez un animal, on va avoir une déshydratation des cellules cérébrales et ça peut être à l'origine de signes neurologiques et notamment de convulsions et puis d'autres signes très variés d'atteinte neurologique. Alors, il faut que cette atteinte soit sévère et puis qu'elle soit rapide également, parce qu'autrement, quand on a une hypernatrémie qui apparaît de façon plus progressive, la cellule, et notamment les cellules cérébrales, vont s'adapter et vont notamment mettre en place des systèmes pour augmenter la pression osmotique intracellulaire par la sécrétion, la synthèse d'osmolytes, et puis par la mise en place de canaux qui vont permettre la rentrée d'électrolytes dans la cellule. Ici, dans le cas de Princesse, on avait une hypernatrémie qui n'était pas très sévère, qui était probablement une conséquence des convulsions, peut-être une déshydratation, et donc qui n'était probablement pas la cause des signes neurologiques. Mais c'était intéressant de noter cette anomalie. L'autre anomalie qu'on avait qui était présente, c'était une hypoglycémie. Alors là, il y avait plusieurs hypothèses qui étaient possibles pour cet animal. Ça pouvait être à l'origine des convulsions, parce qu'on avait quand même une hypoglycémie qui était relativement nette. Probablement, donc, cette hypoglycémie pouvait être éventuellement liée à la race, même si on avait quand même une chienne qui avait déjà 1 an. Ça pouvait être une atteinte hépatique par une baisse de la synthèse de glucose par le foie, un hypocorticisme également, où on peut avoir des hypoglycémies, un processus septique où on va avoir une consommation du glucose, un insulinome, là qui paraissait bien moins probable étant donné l'âge de l'animal, et puis des crises convulsives, si elles sont continues, si elles sont sévères, peuvent être à l'origine de hypoglycémie. Ici, on avait un animal qui était quand même revenu de sa crise convulsive, donc cette hypothèse paraissait quand même bien moins probable. Donc là, on a complété en fait le bilan biologique pour évaluer un peu ces différentes les différentes causes possibles de l'hypoglycémie. Et donc, on a complété le bilan biologique par un bilan qui ciblait le foie, avec également une mesure du cortisol basal. Et bien sûr, on a fait une numération formule avec frottis sanguin. Ces différents éléments ont permis d'exclure certaines hypothèses, notamment l'hypocorticisme, puisqu'on avait un cortisol basal qui était relativement élevé, donc ce qui rendait l'hypothèse d'un hypocorticisme très peu probable. Le sepsis était également exclu par la numération formule qui ne mettait pas en évidence de foyer inflammatoire, de neutrophilie. Il n'y avait pas d'éléments de foyer inflammatoire, avec une absence notamment de virage à gauche ou de neutrophiles toxiques. L'insulinome, je vous l'avais dit, paraissait peu probable. Et par contre, on avait des éléments qui étaient en faveur d'une atteinte hépatique, avec des paramètres qui mettaient en évidence une baisse de synthèse hépatique, notamment une hyponatrémie, une hypoalbuminémie, et puis une dysfonction hépatique qui était mise en évidence par une augmentation des acides biliaires préprandiaux et une augmentation une ammonianémie qui était très élevée. Si tu peux passer à la diapo suivante, Maxime. Et encore la suivante. Pardon. Donc là, on avait effectivement une évidence d'une atteinte hépatique avec des marqueurs de synthèse qui étaient diminués, le glucose, les protéines, l'albumine, qui sont tous synthétisés, enfin l'albumine, le glucose, qui sont synthétisés par le foie. On a généralement également une hypourémie, puisque l'urée est également synthétisé par le foie pour limiter pour éliminer l'ammoniac qui est formé. Et puis, on avait également là une augmentation des marqueurs fonctionnels, puisqu'on avait une augmentation de la concentration en acide biliaire et en ammoniac.
Alors, si on reprend rapidement l'intérêt des acides biliaires, les acides biliaires, donc, ils sont synthétisés dans le foie à partir des hépatocytes et donc à partir du cholestérol dans les hépatocytes. Ces acides biliaires, donc, ils vont transiter dans le canal cholédoque après avoir été formés et vont se retrouver dans l'intestin. Une fois dans l'intestin, il va y avoir un cycle entérohépatique parce que ces acides biliaires, pour une grande partie d'entre eux, ils vont être réabsorbés dans la circulation via la veine porte et être à nouveau absorbés dans les hépatocytes pour former le cycle entérohépatique. Donc, quand tout se forme bien, on a un cycle entérohépatique où circule la majorité des acides biliaires et il y a très peu d'acides biliaires qu'on va retrouver en circulation sanguine. On a une concentration basale, mais qui est de faible importance. Quand on a une maladie hépatique, dans ce cas-là, si tu peux passer à la diapo suivante, la concentration en acide biliaire, quand on a une dysfonction hépatique, la concentration en acide biliaire, notamment après une épreuve, l'épreuve d'un repas, la concentration en acide biliaire va être très augmentée. Alors, il y a plusieurs causes possibles de dysfonction hépatique qui vont entraîner une augmentation des acides biliaires. Le shunt portosystémique ou le shunt hépatique, si tu peux aller avec la petite flèche, Maxime. Une dysfonction hépatique où on va avoir un mauvais captage des acides biliaires dans les hépatocytes ou une mauvaise libération d'acides biliaires dans les canalicules biliaires. Et puis, bien sûr, quand on a une cholestase, on va également avoir une augmentation des acides biliaires puisque ça fait comme un évier bouché et les acides biliaires refoulent finalement dans la circulation sanguine. D'où l'intérêt de ne pas faire, d'où le peu d'intérêt de faire des acides biliaires quand vous avez un animal qui est ictérique, parce que dans ces cas-là, c'est sûr que vous allez avoir une concentration d'acide biliaire qui va être élevée. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire des acides biliaires dans ces cas-là. Par contre, c'est effectivement un très bon marqueur de dysfonction hépatique et notamment de shunt hépatique et portosystémique. Si tu peux passer à la diapo suivante. L'ammoniac, lui, va avoir un peu apporter la même information que les acides biliaires. C'est un paramètre, par contre, qui est beaucoup plus fragile, qu'il va falloir mesurer rapidement. Donc, c'est pour ça que, notamment, la mesure des acides biliaires s'est développée, parce que c'est beaucoup plus simple de mesurer les acides biliaires. On n'a pas tout ce côté préanalytique qui va être embêtant avec l'ammoniac. Pourquoi l'ammoniac augmente quand on a une maladie hépatique? Parce que c'est le foie qui permet sa captation et puis sa transformation en urée. Et donc, si le foie, s'il y a une dysfonction hépatique majeure, donc notamment un shunt portosystémique ou une maladie hépatique grave, l'ammoniac ne va plus être transformé en urée. Et donc, on va avoir une augmentation de la concentration en ammoniac dans la circulation circulante. Et voilà. Je te laisse la parole, Maxime. Donc, du coup, dans la stabilisation initiale, en fait, on parle beaucoup en médecine d'urgence de ce qu'on va appeler les axos. Vous le trouverez énormément en littérature humaine. C'est toutes ces agressions dites cérébrales secondaires d'origine systémique. En gros, c'est tout ce qui peut se passer dans l'organisme et qui va être à l'origine d'une dégradation du fonctionnement cérébral, mais qui ne sont pas initialement le problème. Donc, c'est toutes les complications, en fait, d'un déséquilibre systémique. Et parmi eux, ils sont tous présentés ici, mais il faut garder en tête évidemment l'hypotension artérielle qui, en diminuant le flux au niveau du cerveau, va aggraver les lésions éventuellement ischémiques. L'hypoxémie de la même façon en diminuant l'apport en oxygène. Et puis aujourd'hui, on va définir pas mal d'autres paramètres, mais l'hypercapnie ou l'hypocapnie, l'anémie, l'hypertension artérielle de la même mesure que l'hypotension peut être problématique, l'hyperthermie et puis principalement l'hyperglycémie. En gros, dans l'idée, pour limiter ces agressions cérébrales secondaires, il faut impérativement maintenir le patient le plus proche possible des valeurs usuelles, quels que soient les paramètres, ces paramètres-là étant les principaux, mais bien évidemment penser à d'autres. Alors, pourquoi on s'inquiète de ces agressions cérébrales? C'est parce qu'en fait, la lésion initiale, elle est présente. Elle est déjà là lorsqu'il y a un trauma, lorsqu'il y a une crise épileptiforme, un foyer, une masse. Tout ça est déjà présent. On ne peut rien faire là-dessus. Par contre, sur ces lésions secondaires, on peut faire en sorte d'intervenir pour limiter ces agressions cérébrales, maintenir un débit sanguin cérébral et, in fine, éviter qu'en fait l'organisme s'aggrave de lui-même par des dérèglements de son fonctionnement. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut rien faire sur la lésion initiale. Par contre, on peut essayer de limiter toutes les complications et les effets secondaires de cette lésion initiale et c'est tout l'intérêt de cette prise en charge.
Donc, pour les points clés, je vous le rappelle, mais dans la stabilisation, évidemment, la volémie avec du remplissage vasculaire. Petit point de spécificité, le ringer lactate est toujours une bonne idée, sauf a priori sur les patients neurologiques où le NaCl a une petite supériorité. Il est très discrètement hyperosmolaire et Benoît vous l'a expliqué sur l'anatrémie, mais on préfère qu'il soit un petit peu hyperosmolaire. Mais surtout, ça évite de mettre du lactate dans un éventuel shunt. Donc, globalement, ça vous permet d'éviter un certain nombre de complications avec pour objectif les mêmes objectifs de réanimation, une pression supérieure à 90 et des lactates inférieurs à 4. La glycémie, l'objectif, c'est de les maintenir, que ce soit normaux, enfin, tout le temps normaux. Donc, s'ils sont hyper, dans certains cas, il faudra aller directement sur de l'insuline. S'ils sont hypoglycémiques, il faudra les supplémenter. Et j'attire juste votre attention sur ce qu'on appelle les solutés complémentés, c'est-à-dire qu'on n'utilise jamais de solutés dit bouteille, c'est-à-dire préfet, donc du G5% ou du NaCl 0,45 G2,5, tout simplement parce qu'ils sont discrètement à modérément hypotoniques, voire hypotoniques clairement pour le G5. Donc, on va utiliser du G30 qu'on va diluer ou alors on va rajouter du glucose directement dans la perfusion de NaCl avec un objectif qui est de maintenir une glycémie entre 0,7 et 2. Vous trouverez dans certains ouvrages 0,7 à 1,5, mais ça me paraît beaucoup trop restreint avec nos mesures de surveillance. Et puis, on va éviter toutes les complications qui sont des mesures hygiéniques, à savoir la tête surélevée à 30 degrés. On va faire attention au jugulaire, notamment penser à retirer le collier et éviter les prises de sang. Pensez à entretenir toutes les muqueuses, donc ça va être principalement muqueuse buccale et puis oculaire, et pensez au changement de décubitus pour éviter les complications et parmi elles les escarres. Donc, essayez de prendre soin du patient dans sa globalité. Sur ce petit patient, l'échographie abdominale nous a permis de conclure à un shunt porte-cave avec la mise en place d'une stabilisation médicale qui repose sur 3 axes clés, souvent une antibiothérapie, et ici c'est une antibiothérapie de large spectre, l'ajout de lactulose pour limiter les proliférations bactériennes au niveau digestif et changer un petit peu la flore, et puis une alimentation spécifique de type hépatique ou faible en protéines ou avec des protéines hyperdigestibles dépendant de ce que vous voulez. La prise en charge chirurgicale est possible et raisonnable si l'albumine est supérieure à 22 grammes par litre et c'est un point clé dans la mesure où c'est elle qui va contribuer de façon très significative à la cicatrisation et à la guérison. Mais on sait aussi que c'est un marqueur pronostic dans ces chirurgies-là. Et puis, la stabilisation médicale, elle doit être dans la mesure du possible efficace, c'est-à-dire qu'on doit avoir un poids qui doit être en adéquation avec l'âge et la taille de l'animal, mais surtout l'absence de crise convulsive préopératoire. Pourquoi? Parce que si on a des crises convulsives préopératoires, c'est un marqueur pronostic négatif pour ces animaux, avec un risque de marqueur et de crise convulsive post-opératoire. Le post-opératoire immédiat est souvent bon et le pronostic, il dépend de la stabilisation médicale. Il est plutôt bon dans la majorité des cas, mais il peut être réservé si le traitement médical n'a pas permis une stabilisation complète des différentes crises convulsives et notamment qu'on a des récidives de crise. Donc, les points clés de cette présentation, c'était de vous présenter un petit peu l'approche de la biologie en urgence, qui est peut-être parfois un tout petit peu différente de la biologie, on va dire, diagnostique, parce que la biologie d'urgence, c'est vraiment axé sur quelques grands points clés pour vous orienter rapidement avec des tests qui sont dans la majorité des cas disponibles, avec pour objectif d'adapter votre prise en charge, de stabiliser votre patient et, dans la mesure du possible, normalement, dans la majorité des cas, réduire le diagnostic différentiel ou votre liste d'hypothèses. Il faut voir la biologie d'urgence et ce bilan d'urgence, comme on l'appelle, comme un aperçu d'une situation et il devra évidemment être complété avec différents autres examens qui, eux, sont diagnostiques, mais qui vous permettront souvent d'avoir une vision définitive de ce qui peut se passer. Avant de laisser place aux questions, parce que je crois qu'il y en a quelques-unes, on tenait à vous remercier pour votre participation. Évidemment, vous étiez nombreux, mais aussi à remercier chaleureusement Zoetis qui nous a permis d'animer aujourd'hui ce déjeuner et aussi qui a été partenaire depuis très longtemps pour différents déjeuners. Et on remercie cette collaboration qu'on a appréciée. Donc Alain, au nom de l'équipe Frégis aussi, merci à toi. Et puis, évidemment, pour ceux qui n'étaient pas disponibles ou ceux qui veulent le revoir, le replay sera disponible et on va prendre le temps de répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Je ne sais pas si Benoît, tu as accès aux questions. Tu es en muet. Tu es encore en muet, Benoît. Alors, elles sont toutes pour toi, les questions. Ah zut. Alors, j'ai des questions à droite et à gauche dans le questions et répondre, et puis dans le discuter. Je les en direct, tout simplement. Du coup, je ne sais pas dans quel ordre. Donc, je vais commencer par Jennifer. Est-ce qu'on fait bien une cinétique de la lactatémie pour donner un pronostic?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, initialement, les premières études, c'était la valeur initiale de la lactatémie qui était pronostique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est la cinétique de la lactatémie, c'est-à-dire la diminution de la lactatémie suite à la prise en charge qui est le marqueur pronostique. D'une certaine façon, c'est assez logique. Si avec votre prise en charge, vous faites diminuer les lactates, d'une façon ou d'une autre, vous avez réussi à diminuer de façon je dirais, indirecte, l'hypoperfusion et l'hypovolémie. Donc, forcément, vous avez été efficace. Si vos lactates ne diminuent pas, c'est que le problème, il est peut-être plus grave que celui que vous imaginiez et qu'il y a une source de lactate qui est autre que votre hypovolémie. Donc, c'est pour ça, pour moi, qu'on fait le suivi. Je vais continuer dans les questions qui ne sont peut-être pas dans l'ordre, mais je vais essayer. Combien de temps entre chaque bolus? Il n'y a pas de temps, en fait. Ça dépend du temps que vous êtes en mesure d'attribuer à votre animal. En général, on fait un bolus, on se laisse entre 3 et 5 minutes pour pouvoir avoir une lactatémie, un examen clinique. Et si ça ne suffit pas, je dirais il faut effectivement réitérer le bolus. Alors, je vais prendre les questions parce qu'elles sont dans l'ordre d'arrivée, puis elles se suivent. Nicolas Girard, bonjour Nicolas. Pourquoi le ringer lactate pour la réanimation? Parce que c'est le meilleur, peut-être ça devrait être la réponse. La littérature semble démontrer qu'aujourd'hui, la NaCl est beaucoup trop dosée en chlore et à l'origine d'une hyperchlorémie qui donne à la fois une acidose métabolique et des troubles de la coagulation à plus long terme, mais aussi l'hyperchlorémie qui est évidemment aujourd'hui associée de plus en plus aux insuffisances rénales aiguës dites de réanimation et de remplissage, raison pour laquelle le ringer lactate semble se démontrer. Il y a deux très belles études du Critical Care Medicine et la dernière, c'est Intensive Care Medicine qui montre que le ringer lactate est largement supérieur pour la correction des déséquilibres électrobasiques, électrolytiques et acido-basiques, mais aussi qu'il limite de façon significative l'hyperchlorémie dans la réanimation. Concernant toujours les lactates sont mesurés combien de temps après le bolus? Quasiment immédiatement, dans les 5 minutes, c'est absolument pas aucun problème pour ça. Concernant la référence d'utilisation des bolus de 15 à 20 ml/kg, c'est dans les ouvrages, à ma connaissance, donc dans le Silverstein. Eux l'utilisent en fait en dose de choc de 60 à 90 ml/kg en one shot. Aujourd'hui, la tendance sur les derniers congrès, c'est plutôt 15 à 20 ml/kg, 10 ml/kg chez le chat. Pour moi, sont plus intéressants. Dans la suite, on a quel relais soluté nature et posologie après atteindre des objectifs de lactate? Ça va dépendre de votre plan de perfusion et de la façon dont vous avez évalué votre animal. Encore une fois, je reste beaucoup sur le ringer lactate qui a plein d'autres choses et on pourrait en faire une conférence entière pour ceux qui le souhaitent. J'en serais ravi de discuter de ce sujet pendant des heures entières. Autre question, est-ce pas contre-indiqué le métoclopramide avec une diarrhée? Non, le métoclopramide est suspecté être contre-indiqué dans les parvoviroses parce qu'on pense qu'on a une hyperkinésie des parois et qu'on pourrait entraîner une intusception. Il n'y a qu'un seul papier qui le décrit. Personnellement, je l'utilise énormément dans les parvos. Je n'ai jamais eu de problématique. Je pense que la vraie contre-indication pour moi du métoclopramide, c'est uniquement et exclusivement le corps étranger occlusif qui, lui, peut être problématique. Le dernier point, c'est qu'une diarrhée, c'est le plus souvent un arrêt du transit, bien plus qu'une accélération, puisqu'en fait, c'est un défaut d'absorption de l'eau au niveau du côlon, et donc c'est plus un arrêt. Concernant les translocations bactériennes de Patricia, c'est un sujet vaste aussi à controverse. Il apparaît dans les dernières études, en tout cas chez l'homme, parce qu'on n'a aucune preuve chez l'animal, qu'il n'y a pas de translocation, c'est-à-dire de passage bactérien depuis l'intestin vers le système porte, puis le système sanguin. On pense qu'on a ce qu'on appelle des entérotoxinémies, c'est-à-dire des changements de flore et des dégradations de certaines bactéries qui relarguent leur LPS et à proprement parler. Et donc, a priori, on n'est pas vraiment sur des translocations. La deuxième chose, c'est que les antibiotiques, vous le savez, modifient la flore digestive et qu'il y a une grosse partie des maladies, notamment aujourd'hui, que ce soit le Covid, le SDRA ou même, je dirais, l'obésité, qui sont liées à des déséquilibres de flore, et c'est le microbiote intestinal que vous connaissez bien. Et ça, c'est évidemment très à la mode. Prise en charge de la douleur, évidemment, et toujours, on n'en a pas parlé, mais ça semble évident. On a pris le parti de s'axer sur la biologie. Question sur l'ordre de prix pour la perfusion de plasma, dépendant des centres qui le font. Je ne sais pas qui est équipé, nous on l'est, donc après, je ne sais pas qui le fait, mais ça dépend de qui peut le faire autour de vous.
Je vais essayer de les prendre dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Donc 13h50, Patrick, comment diluer le G30? En gros, avec du NaCl. C'est moitié-moitié ou un tiers, deux tiers de G30, deux tiers de NaCl. On sait que quand on dépasse 15% de glucose, on devient hyper osmolaire transitoirement. Et donc, c'est ça qui pose problème. Donc, moi, pour être simple, je dilue le G30 à moitié-moitié. Si je dois administrer 15 minutes de G30, je mets dans une seringue de 50 et je mets 15 minutes de G30 et 15 minutes de NaCl. Ou de lactate, d'ailleurs, ça ne change rien. Utilité des antibiotiques pour le shunt, de la même façon qu'on en a discuté, c'est pour limiter les proliférations bactériennes et non pas la translocation, et donc changer l'équilibre de la flore pour éviter d'avoir des bactéries productrices d'ammoniac, dont de NH3, et essayer de shifter la flore vers d'autres types de bactéries. C'est en tout cas dans les guidelines, à ma connaissance. Je pense que les chirurgiens ont peut-être plus d'idées que vous, mais moi, c'est ce qu'on utilise et c'est ce qui est dans nos dernières publications. Je pense que Benoît, tu l'as aussi, à mon avis. Oui, je suis en train de chercher autre chose. Ah, pardon. Ouais. Est-ce qu'on peut disposer d'un replay? Évidemment, il est toujours présent. Mesure, activité, facteur de coag en labo où il existe des analyseurs portables. Alors, c'est une bonne question. Benoît, je vais te laisser la main parce que je pense que tu connais mieux le marché de la biologie médicale. Est-ce qu'il existe des analyseurs portables de coagulation pour les facteurs? Alors, je ne sais pas si on parle des Non, facteurs. pour les facteurs de coagulation, c'est en labo, hein, c'est des activités, ça se fait qu'en laboratoire. Des analyseurs portables pour ionogramme, il me semble que l'iStat le fait. Hein. Puis il y a, si Alain veut intervenir, mais il me semble qu'il y a, par exemple, l'iStat doit proposer des ionogrammes et c'est un petit analyseur portable. Est-ce que le ionogramme peut être réalisé sur un automate à usage humain? Il faut qu'il soit validé. Hein. C'est toujours le souci parce qu'on n'est pas sur les mêmes matrices. Hein. Le plasma d'un humain n'est pas le même forcément qu'un chien, un chat. Donc, il faut, a priori, on est dans les mêmes gammes de mesures, les mêmes intervalles. Donc, normalement, ça marche bien. Mais il faut valider l'automate pour l'usage vétérinaire pour être sûr que ça fonctionne bien. Et il y a une question sur la conversion des lactates en milligrammes en millimol. 1 millimole égale à 9 milligrammes par décilitre. Je vais le mettre en texte là. Merci Benoît, je ne l'avais pas. Je n'avais pas la réponse. Et je ne sais pas sur quel appareil vous l'avez en milligrammes, mais je suis surpris. Il n'y en a pas beaucoup. Comment entretenir le taux de facteur de Von Willebrand hors hospitalisation? Quelles mesures prendre? Dans la très très grande majorité des cas, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est des patients qui, normalement, en théorie, saignent peu spontanément. Vous pouvez de temps en temps avoir des hématuries s'il y a des calculs ou des choses comme ça qui peuvent être significatives. En dehors de ça, vous n'aurez souvent pas grand-chose. La desmopressine en continu ne marchera pas, donc vous êtes assez coincé. Chez l'homme, on vous donne du facteur recombinant, on vous fait des transfusions de plasma régulièrement. Pas grand-chose de plus, malheureusement, sur ces prises en charge, vous êtes obligé de faire avec les moyens du bord. Souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est d'éviter on appelle ça les sports à risque, mais l'agility, le mordant, les trucs comme ça, parce qu'il peut y avoir notamment, c'est souvent les saignements gingivaux d'ailleurs qui sont inquiétants pour les gens. Et puis, éviter tout ce qui peut être sport de force ou autre. Pas d'intérêt des antidiarrhéiques. Je ne sais pas, Sébastien, ce que tu appelles antidiarrhéiques. Si tu penses à certains composés multiples associant atropine, antibiotiques et autres, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je n'y ai pas vu d'intérêt. Peut-être que la littérature est récente à changer, mais en tout cas, à ma connaissance, moi, j'en ai pas l'utilité et je trouve qu'ils sont finalement pas toujours efficaces. Chienne bulldog de 3 ans avec un hématocrite de 72%, polyglobulie, dois-je pratiquer une phlébotomie? Toujours, ça dépend de la clinique. Et quel hématocrite viser pour ne pas mettre en hypoxie la chienne? C'est assez simple, c'est que si c'est une cause liée à l'insuffisance pulmonaire, il faut d'abord gérer la sténose pulmonaire médicalement et ensuite attendre pour voir si la polyglobulie se résout. Sinon, phlébotomie. Si vous arrivez à trouver des formules qui vous permettent d'obtenir l'hématocrite visé, globalement, c'est difficile. Donc, du coup, c'est don de sang classique. La dose, c'est 15 à 20 ml par kilo de prélèvement, grand maximum. Et à mon avis, 15 est plutôt raisonnable.
Bonjour Kevin, protocole de prise en charge d'une hypoglycémie. J'utilise jamais du G5, jamais de perfusion de G5 bouteille si c'est la question. J'utilise systématiquement du G30, soit en bolus pour les phases initiales, soit je supplémente mon NaCl ou mon Ringer, dépendant de ce que vous utilisez, en glucose. Et donc, si j'ai du G30 et que je veux complémenter à 10%, il me faut un tiers de G30 et 2 tiers de Ringer. Et donc, j'ai du G10%. Enfin, j'ai du Ringer lactate complémenté à 10% de glucose et non pas du G10. Voilà. Je ne sais pas. Prifinial antispasmodique. Ouais, le Prifinial, j'ai pas mal de réactions secondaires, donc personnellement, je n'utilise absolument pas. L'Estocélan, pareil. Pour être très honnête, en parlant non déposé, mais ce n'est pas bien. Mais voilà, moi, je ne les utilise pas parce que éventuellement, le Spasfon a un intérêt. C'est le seul qui semble pouvoir amener quelque chose. Mais bon, en tout cas, c'est mon approche. Moi, je n'ai pas trouvé qu'ils amenaient une révolution sur mes prises en charge. Effectivement, Alain, il y a le iStat qui fait ionolactate et pas mal de paramètres biochimiques qui est très très proche du bilan d'urgence dont on vous a parlé et qui est logiquement à la fois la raison pour laquelle ils ont créé l'iStat et la raison pour laquelle on peut être amené à utiliser ces marqueurs-là, c'est qu'en fait le bilan d'urgence a été créé par et pour les urgentistes, justement, comme vous l'avez vu, pour qu'on puisse avoir des indices clés très rapidement sur des analyseurs portatifs. Merci Nicolas, on aura l'occasion d'en discuter si tu veux, il n'y a pas de souci. Et puis je pense que vous aurez en tout cas le replay de la présentation. Je ne sais pas trop si le reste est disponible en tant que PDF, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de contraintes particulières là-dessus. On fait valider et il y aura un PDF. Ah bon, bah, très bien. Merci Alain du coup. Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions. A priori, je pense qu'on a répondu à tout le monde. Bah, désolé Benoît, je t'ai volé la parole à la fin. C'était parfait. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir fait un gros déjeuner à ce déjeuner. Merci Bonne journée à tous. Au revoir.